This episode is brought to you by Atlassian. Atlassian makes the team collaboration software that powers enterprise businesses around the world, including over 80% of the Fortune 500. With Atlassian's AI-powered software like Jira, Confluence and Loom, you'll have more time to do the work that matters. In fact, Atlassian customers experience a 25% reduction in project duration per year. Unleash the potential of your team at Atlassian.com. Atlassian. Sephora stores are everywhere you are. So just pop in when you need a brown lip to match your 90s playlist, a confidence boost before your interview, or a last-minute gift for mom's birthday. There's always a Sephora near you. Just pop in. Use our store locator to find your local Sephora or Sephora at Kohl's. Sa silhouette noire se confond avec l'obscurité. À 5 heures du matin, il est assis devant son assiette, intact. Il n'a pas dîné, il n'a pas dormi, il n'a même pas tenté d'aller se coucher. La nuit est passée lentement devant lui, sans qu'il y prête la moindre attention. Depuis des heures, Claude Vorillon fixe son poêle à bois. C'est la seule source de lumière dans l'obscurité de sa cuisine froide. Les braises meurent, mais la pensée de remettre une bûche ne lui vient même pas. Et puis, peut-être qu'il n'en a plus d'ailleurs. Peu importe. À 27 ans, Vorillon a tout raté. Né à Vichy, il monte à Paris dès l'âge de 15 ans, avec le rêve de devenir chanteur. Et se produit dans les rues de la capitale, où parfois il parvient à faire s'arrêter les passants. À l'époque, il n'a d'admiration que pour Jacques Brel. Le chanteur d'Amsterdam, qui enchaîne les succès depuis 10 ans, s'est d'ores et déjà fait une place pour toujours au panthéon de la chanson française. Vorillon voudrait connaître le même destin, mais il ne parvient pas à trouver en lui-même l'étincelle qui fait l'unicité de son idole. Alors il l'imite. Il l'imite même plutôt bien. Le jeune Claude chante très bien et joue de la guitare avec une certaine dextérité. Seulement les textes qu'il tente d'écrire ne sont, eux, pas au niveau des chefs-d'œuvre de son modèle. Après 10 ans d'errance à Paris, Claude Vorillon doit rendre son rêve à l'évidence. Jacques Brel est déjà pris. De retour dans la région de son enfance, en 1971, il fonde Autopop, un magazine spécialisé dans les courses automobiles, grâce auquel il couvre de nombreux événements et s'approche de ce sport qui, comme la chanson, le passionne depuis toujours. Mais seulement 2 ans plus tard, alors que tout semblait aller, Claude subit soudain de plein fouet les conséquences d'une crise mondiale. En 1973, le premier choc pétrolier de l'histoire fait flamber les prix de l'essence aux 4 coins du monde. En conséquence, le gouvernement français décide d'une série de mesures destinées à réduire la facture du pétrole. Parmi elles, l'interdiction des sports automobiles, actée le 30 novembre 1973, Autopop cesse immédiatement d'être publié. Et 10 jours plus tard, son fondateur se trouve seul, frissonnant dans sa petite cuisine, en face d'un feu éteint. Claude a 27 ans et pense qu'au même âge, son chanteur préféré avait déjà écrit « Quand on n'a que l'amour ». Il pense aussi que s'il ne trouve pas rapidement le sens de sa vie, la poursuivre aura très peu de sens. Claude Vorillon démarre donc sa voiture au petit matin d'un jour sans soleil et roule 1 heure avant de s'arrêter sur le bas-côté d'un chemin désert pour disparaître à pied dans le massif des volcans d'Auvergne. À l'imaginer s'avançant seul dans le brouillard, on peut penser aux mots de Jacques Brel tristement adaptés « Il marche en silence, les désespérés ». C'était le 13 décembre 1973. Celui qui est entré dans la brume ce jour-là n'en est jamais ressorti. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins.
Cet épisode est le dernier que nous consacrons au tristement célèbre Raël. De son vrai nom, Claude Vorillon, ce faux prophète et sinistre manipulateur a endoctriné des milliers de fidèles depuis les années 70 en se prétendant le messager des extraterrestres créateurs de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parlerai des adeptes qui se sont libérés de lui et de la manière dont il a néanmoins survécu jusqu'à nos jours. En 2004, les Raéliens subissent de plein fouet la déflagration du journal d'une infiltrée publié par Brigitte McCann. Malgré les tentatives d'intimidation dont celle-ci fait l'objet, rien ne peut plus arrêter la machine médiatique à travers le monde. Le mouvement perd son statut d'église au Québec, tandis qu'on exhume de toutes parts des images d'archives accablantes. Sur l'une d'entre elles, le prophète évoque sans ambiguïté à la télévision sa conception de la liberté sexuelle infantile, arguant que les enfants doivent être décomplexés, peut-être même initiés par leurs propres parents. Dans une autre archive, Raël donne une conférence devant des centaines d'adeptes au moment des débats sur l'éthique du clonage. Au sujet de ses opposants, il lance à la foule dans un sourire joyeux « Ceux qui sont contre la vie éternelle, eh bien, qu'ils meurent !» En 2006, il ne reste plus personne pour soutenir le mouvement. Plus personne à part les adeptes eux-mêmes. Comme c'est souvent le cas, ceux qui se délectaient de la couverture médiatique dont ils bénéficiaient changent désormais radicalement de discours. Maintenant que les journalistes ne sont plus de leur côté, on n'entend plus parler dans le Jardin d'Éden que de médias menteurs. Il faut dire que le canular du premier clone humain ne fait plus aucun doute et qu'à travers le monde, bien des journaux veulent comprendre comment ils ont pu se laisser berner et par qui. La tourmente ne faiblit pas et les défections successives de certains fidèles, aussi rares que courageux, vont petit à petit permettre une relecture complète des engrenages intimes et sociaux qui ont rendu possibles les abus successifs de l'autoproclamé du messager des Elohim. Quand on arrive dans un endroit où tout est idyllique, on accepte tout. Cela fait 17 ans qu'elle a quitté la secte, mais en 2024, Lydia en fait encore des cauchemars à 40 ans passés. Si cette femme littéralement née dans le mouvement a aujourd'hui pu refaire sa vie, se marier, avoir des enfants et ouvrir son propre restaurant, elle se dit néanmoins consciente qu'elle ne se remettra jamais complètement de l'éducation profondément traumatique qu'elle a reçue. À la télévision, comme sur les réseaux sociaux, elle dénonce le traitement médiatique dont Raël faisait l'objet à ses débuts. Elle-même le vivait de l'intérieur. Les Raéliens bénéficiaient d'une image totalement inoffensive. Toutes les chaînes invitaient le prophète pour rire, mais finalement, beaucoup de téléspectateurs qui subissaient la violence du monde contemporain se sont attachés à lui, puisqu'il promettait ce dont tous avaient désespérément besoin, amour, respect et gentillesse. Après toute une enfance vécue dans le mouvement, Lydia n'avait pas la moindre idée de ce qui était normal ou non, notamment dans son rapport à la sexualité. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a réalisé le degré de violence qu'elle avait enduré. Raël m'avait repérée depuis que j'étais petite. On n'a pas le droit de se refuser. Enfin, si, en théorie, on a le droit de se refuser, seulement la culpabilité est immédiate et violente, car on nous demande toujours d'être en harmonie totale avec le groupe. Si on refuse, on casse l'harmonie. La sexualité est omniprésente au sein du mouvement, parce que selon Raël, plus on est éveillé sexuellement, plus on est éveillé justement. Pour faire comprendre à quel point son ancien prophète incarne à ses yeux le mal absolu, Lydia conclut « Je le mets au même niveau qu'Hitler, et je pense que Raël est encore plus vicieux, parce que lui, il se sert de l'amour pour faire le mal. » Si Lydia, comme d'autres avec elle, continue de prendre la parole, c'est que, aussi inconcevable que cela puisse paraître, Raël vit encore à l'heure actuelle et que ses affaires se portent à merveille.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Le soleil et l'écume caressent la plage de Concert. La température est idéale et l'on peut marcher pieds nus dans le sable sans risquer l'insolation. Par coquetterie peut-être, il porte tout de même un chapeau de paille. Si son pas s'est alourdi, c'est qu'il a pris de l'embonpoint et que les années passent. Mais à 77 ans, Claude Vorillon n'a pas laissé Raël derrière lui. 5 décennies après sa rencontre avec les Elohim, il continue de jouer le rôle de sa vie. Il a conservé sa barbe blanche qu'il porte longue comme les magiciens de Tolkien et affiche la tranquillité de celui qui connaît le sens de la vie et s'en satisfait. Il faut dire qu'il a de quoi. Cela fait maintenant des années qu'il vit dans cette somptueuse villa côtière au Japon. Il y jouit d'une retraite luxueuse et paisible sans être inquiété par la moindre poursuite judiciaire. Au quotidien, il est encore entouré d'au moins 2 femmes qui ne le quittent jamais et cela va sans dire qu'elles ont 40 ans de moins que lui. Le prophète compte encore des dizaines de milliers de fidèles à l'international, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est comme si le diable avait tout le loisir de profiter du paradis. La longévité de Raël sonne aujourd'hui comme un gigantesque et déplorable gâchis. Le juge Fenech, l'un des premiers à avoir travaillé sur les sectes en France, n'en revient toujours pas. Et c'est avec seulement 2 mots chargés d'amertume qu'il explique très simplement le succès de l'imposteur. Quelle endurance! Que cela soit auprès de ses fidèles ou de la justice française, devant le Congrès des États-Unis ou les caméras du monde entier, Claude Vorillon a su se servir de chaque scandale à son avantage. Dans son parcours, ses expériences de la scène et du journalisme ont fait de lui l'excellent communicant qu'il a fini par devenir. Où qu'il soit allé, l'histoire s'est répétée et les médias se rendaient compte beaucoup trop tard du monstre qu'ils avaient créé. Aujourd'hui, l'argent de la secte est placé sur des comptes secrets en Suisse et au Luxembourg. Si leur montant reste inconnu, les calculs que l'on peut imaginer feraient perdre la tête de n'importe quel comptable. Cela fait 40 ans que des dizaines de milliers de fidèles lui versent 10% de leur salaire. Aucun d'entre eux n'a vu le début du commencement de la moindre construction d'une ambassade. Sur ce site officiel, le mouvement prétend encore faire de ce projet sa priorité et l'aboutir avant 2035, mais rien de concret n'émerge. Quelle nation accepterait la construction d'un tel édifice sur son sol ? Et soit dit en passant, pourquoi les Elohim auraient-ils besoin que cet édifice dispose d'une piscine ? Les Raéliens d'aujourd'hui ne semblent pas s'en préoccuper le moins du monde. Depuis 2010, le nombre d'adeptes a un peu diminué, mais la plupart des dinosaures de la première heure sont encore là. Brigitte Boisselier, par exemple, vit aujourd'hui dans une somptueuse villa, isolée dans le désert mexicain. Elle n'a toujours pas donné la moindre preuve de l'existence de la fameuse Ève, bien qu'elle prétende avoir des échanges épisodiques avec ses parents. Elle clame inlassablement son admiration et sa gratitude pour l'enseignement de Raël. Son mensonge au sujet du clonage a largement contribué au rayonnement international de son gourou, mais il a aussi et surtout ébloui des fidèles pour toujours, comme en atteste Jean-Pierre Saulnier, l'un des tout premiers hommes à avoir rejoint le mouvement il y a 50 ans. Si elle l'a fait, bravo Brigitte. Et si elle ne l'a pas fait, bravo Brigitte. Et merci de nous avoir fait rêver. Quels que soient les fidèles interrogés aujourd'hui, on retrouve chez chacun d'entre eux cet effrayant discours. Questionnés sur la possibilité d'avoir cru toute leur vie à un mensonge, tous répondent qu'au fond, peu leur importe tant ce mensonge a donné du sens à leur vie. En attendant, le messager des Elohim vit toujours et continue d'écœurer ses détracteurs. Brigitte McCann, l'une des plus farouches qui l'ait affrontée, disait encore récemment avec beaucoup de dépit : « Malheureusement, Raël n'a jamais payé à la hauteur des crimes qu'il a faits. »
Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Dans la saison prochaine, je vous parlerai de Jack l'Éventreur. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.